Bonjour à tous, je suis donc Piotr Bouchareb, responsable qualité, délégué à la protection des données personnelles et je suis ravi de vous faire une petite présentation qui va être quand même assez brève sur l'aspect, on va dire, légal et en faisant une petite rétrospective de l'évolution juridique du projet personnalisé et son insertion dans les pratiques professionnelles. Pour cela, je vais partager avec vous un PowerPoint que j'ai préparé pour l'occasion. Voilà. Est-ce que tout le monde le voit bien? Oui, c'est bon. Je pense que ça apparaît. Bien, donc les présentations ont été faites. Je vais passer rapidement. Le sujet, c'est le projet éducatif personnalisé entre figure imposée et exercice singulier. C'est le titre de cet exposé qu'on va faire en binôme. Et c'est vraiment montrer à quel point il est aujourd'hui questionnant de savoir comment on peut mettre en application un projet personnalisé dans nos structures, compte tenu de les différentes exigences réglementaires, normatives, etc. Donc au programme, il y aura cette première partie que je vais vous présenter. Je vais vous parler des droits et des principes qui sont celles introduits par la loi du 2 janvier 2002, le projet personnalisé avec une définition essentiellement empruntée, on va dire, aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM. Vous montrer une présentation, un petit schéma dans lequel on voit l'introduction du projet personnalisé dans un système documentaire. Et enfin, vous parler de la méthode d'évaluation de ce processus telle qu'elle est aujourd'hui préconisée par la HAS avec le nouveau référentiel d'évaluation. La deuxième partie, c'est Marianne Antunes qui va vous la présenter, mais on reviendra sur ce programme tout à l'heure quand je lui passerai la parole. Alors, concernant les droits et les principes, on sait tous très bien que depuis 2002, ça fait maintenant 20 ans, que le Code de l'action sociale et des familles se voit renforcer l'effectivité des droits des personnes accueillies à travers tout un tas de textes réglementaires qui sont venus se rajouter à fur et à mesure. Si je prends le projet personnalisé, moi je l'appelle comme ça parce que même s'il a plusieurs nominations, il a eu plusieurs nominations, on va voir tout à l'heure que l'ANESM s'est mis d'accord sur un terme qui était le projet personnalisé. Donc, on voit que la seule référence dans le Code de l'action sociale et des familles en 2002, c'était dans l'article L311.3 dans l'alinéa 3 et 7, et aussi dans la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, qui a été introduit donc également, qui se trouve dans le Code de l'action sociale et des familles, dans l'article L311.4, paragraphe 1. Et on voit que ce projet personnalisé répond à deux grands principes qui sont la personnalisation, que l'on retrouve dans l'article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. C'est que cette personnalisation vient traduire ce droit à la prise en charge qui est individualisée et le plus adapté possible aux besoins et aux attentes. Et on voit là, effectivement, l'importance qu'apporte le législateur par rapport à la prise je trouve plus le mot, la prise en charge justement de ces besoins et de ces attentes, c'est-à-dire l'identification des besoins
par les professionnels et le recueil des attentes des personnes qui sont accueillies au sein des établissements sociaux médico-sociaux. Le deuxième principe, c'est celui de la participation, et on le retrouve dans l'alinéa 7 de l'article L311-3 et dans l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. Et on va retrouver ce principe du libre choix entre les prestations adaptées qui sont offertes à la personne, le consentement éclairé qui, lui, effectivement, suppose une information claire avec le fait de s'assurer qu'elle a été bien comprise, donc avec une information et une compréhension des conditions et des conséquences de la prise en charge. Et puis, cette référence au projet de la personne, à savoir le droit à la participation directe ou avec, selon le cas, représentant légal, à toutes les phases d'élaboration, de conception, d'évaluation et de suivi du projet personnalisé ou du projet d'accompagnement de la personne. On va balayer un petit peu cette rétrospective. On voit que effectivement la loi du 2 janvier 2002 et même ses textes d'application ne prévoient pas réellement un formalisme spécifique pour le projet personnalisé. Dans les textes de loi, à aucun moment, il n'est stipulé, par exemple, que le projet personnalisé doit être écrit. Par contre, si on prend le décret en 2004, le 26 novembre, relatif au contrat de séjour et au DIPC, là aussi, on voit que le législateur ne fait pas référence au projet personnalisé. Il faut attendre 2005, dans le décret du 6 janvier, qui fixe les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des ITEP, dans lequel, effectivement, à un moment donné, on commence à, dans les articles D312, 59.1 et les suivants, de voir apparaître, effectivement, les différentes modalités d'élaboration des projets personnalisés en fonction des particularités juridiques des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Alors, il s'agit là des ITEP, IME et CESAD concernant les enfants et les adolescents en situation de handicap, mais aussi toute la partie d'aide aux personnes en situation de handicap, comme les SAVS ou les SAMSA. Dans la protection de l'enfance, c'est la loi du 5 mars 2007, effectivement, qui vient poser le principe par rapport à les missions de la protection de l'enfance et qui met effectivement en avant le fait d'assurer une prise en charge selon des modalités adaptées à leurs besoins fondamentaux, besoins physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de leurs droits. Eh bien, tout ça doit être guidé, doit guider toutes les décisions qui concernent la personne. Donc, on voit le principe, effectivement, de personnalisation et de participation de la personne à son projet qui est bien mis en exergue dans la loi du 7 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Dans cette même loi, on voit apparaître le projet pour l'enfant, le PPE, qui arrive dans l'article L223.1.1 du Code de l'action sociale et des familles. Et effectivement, ce projet pour l'enfant qui est élaboré en amont des prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux, il va mentionner l'évaluation de la situation familiale et de ses besoins, les objectifs qui sont visés et les délais de leur mise en œuvre, les actions menées auprès de l'enfant, des parents et de l'environnement dans lequel il se trouve. Et puis, il va aussi mentionner l'institution où la personne chargée d'assurer la cohérence de la continuité de ses interventions. En
en 16 mars 2007, une note du ministère de la Justice vient faire le lien entre le DIPC et ses avenants et le contrat de séjour avec le projet personnalisé. En effet, même si le projet personnalisé suppose la mise en œuvre de ce principe de participation qu'on a évoqué, cette note ministérielle vient montrer la partie, on va dire, légalement requise de la formalisation de ce projet personnalisé à travers les DIPC et leurs avenants et les contrats de séjour et leurs avenants. On voit apparaître, du coup, une partie suivie de l'action éducative, d'insertion sociale, d'insertion professionnelle, etc. et la partie, on va dire, contractuelle de cette prise en charge qui va être représentée par le DIPC ou les contrats de séjour. Enfin, il faut attendre décembre 2008 pour que les recommandations de l'ANESM et HAS, aujourd'hui repris par la HAS, la recommandation sur les attentes de la personne et le projet personnalisé pour venir effectivement faire le point de la situation et le repérage des pratiques professionnelles sur l'ensemble des professionnels qui ont aujourd'hui contribué à cette mise en place du projet personnalisé. Il y a une autre recommandation en 2018 concernant le projet personnalisé sur la dynamique du parcours d'accompagnement concernant les personnes résidant en autonomie dans les EHPAD. Donc, à partir de tous ces éléments juridiques et normatifs, on peut définir le projet personnalisé en disant qu'il a pour objectif de proposer et garantir un accompagnement de qualité adapté à la singularité de la personne. Donc là, on fait vraiment référence à cette participation et cette personnalisation, de la prise en charge. C'est une démarche de co-construction dynamique entre la personne et ou son représentant légal et les professionnels. En effet, le projet personnalisé devient une interface entre les professionnels et les personnes accompagnées. C'est un outil de coordination entre les professionnels qui vise à répondre aux besoins et aux attentes de la personne accueillie. Donc là aussi, c'est une interface entre les professionnels. Donc, interface entre les professionnels et l'usager, interface entre les professionnels entre eux, ce qui permet aussi d'inclure les différents volets plus spécifiques dont ils organisent l'articulation, à savoir le volet éducatif, le volet pédagogique, le volet des soins, des loisirs, etc. Le projet personnalisé est respectueux, bien entendu, des règles déontologiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et aussi du projet d'établissement et de service, puisque le projet personnalisé qui met en œuvre des actions et qui les objective va se baser sur les moyens que dispose un établissement et sur également les missions qui sont confiées à cet établissement dans la mise en œuvre de ce projet. Et puis, bien entendu, ce projet personnalisé doit être réévalué ou réajusté à minima une fois par an. Donc, on voit effectivement que les recommandations de l'ANESM ont apporté des repérages pour les professionnels, notamment sur le choix d'appeler tous ces anciens projets personnalisés, mais aussi d'apporter un point essentiel où on l'a vu avec la note ministérielle
de 2016 que effectivement il y a une relation entre le DIPC, et le projet personnalisé, et que le projet personnalisé a un intérêt à être du coup formalisé, écrit, pour qu'il puisse effectivement permettre cette collaboration entre les professionnels et les usagers et les professionnels entre eux. Le projet personnalisé a plusieurs phases, hein. On distingue 4 grandes phases, parce que qui dit projet personnalisé dit gestion de projet, hein. Donc toute gestion de projet, on a une phase de conception, une phase de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation et de réajustement. Cette phase de conception, elle est très importante pour justement ces 2 grands principes de personnalisation et de participation, dans laquelle on va effectivement, suite à une observation, identifier les besoins et recueillir les attentes. Il va y avoir une analyse de cette situation pour pouvoir ensuite co-construire avec la personne accompagnée, voire avec sa famille ou les représentants légaux, le projet personnalisé avec toutes ses parties prenantes. Je vais maintenant vous présenter un petit schéma dans lequel on peut représenter le projet personnalisé dans un système documentaire dans lequel on va voir apparaître les différents documents qui vont venir l'alimenter, mais aussi les différentes procédures que l'on retrouve dans les organisations des établissements. Donc là, on est dans la protection de l'enfance. Donc, on va considérer que dans cet espace-temps, il y a un dossier de candidature qui est soumis à un établissement. Donc là, une MEX, par exemple. Donc, à la date de la réception du dossier de candidature, on a ce PPE qui vient effectivement édicter les différents axes. Donc, une prise de connaissance de la situation, l'étude d'admissibilité, une réunion d'examen de situation en présence des référents externes. On va avoir également une réunion de préadmission en présence de tous les acteurs, dans laquelle on va reprendre les motifs et les objectifs de placement, on va recueillir les attentes, on va remettre un livret d'accueil pour que la personne soit informée de ses droits et de ses obligations. Donc là, on va retrouver les outils de la loi 2002, les autorisations, les chartes de droits et libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement, livret d'accueil, etc. Vous les connaissez tous. Nous sommes donc, il y a aussi d'accueil qui est très important pour pouvoir s'identifier dans cette prise en charge. Et il y a le dossier administratif de l'enfant. Aujourd'hui, on sait qu'avec Ma Santé 2022, il y a aussi l'élaboration du dossier informatisé de l'usager. Nous sommes donc ici en présence de la procédure de préadmission, donc qui dure à peu près 2 semaines ou 1 semaine en fonction de l'organisation de l'établissement. Ensuite, on vient dans la procédure d'accueil, dans lequel il va y avoir une préparation de l'accueil, il y a une date effective. On va enregistrer cet accueil dans le registre des entrées et permanents des établissements. L'accueil officiel sur le lieu. Et je vais passer un peu rapidement, puisque le temps m'est compté. Donc, il y a des entretiens sur les règles de vie, mais surtout l'élaboration au bout du 15e jour du DIPC ou la signature du contrat de séjour. Et on voit ensuite toute la partie suivie de l'accompagnement qui, elle, va se décliner par les différentes phases qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a un bilan d'accueil dans lequel, au bout d'une certaine période, on va identifier les axes de travail. Donc, et c'est là où on va commencer à renseigner le projet personnalisé avec les éléments d'observation, l'analyse et les axes de travail et d'objectivation. Concernant l'élaboration, eh bien, la conception du projet, elle se fait en collaboration avec l'usager et sa famille. Et on va le mettre en œuvre et on va, à partir du 3e mois, pouvoir être plus précis dans les axes de travail qu'on va retrouver dans un avenant du DIPC et le transmettre.
Enfin, la mise en œuvre du projet personnalisé, eh bien, elle se fait également toujours en présence du jeune et de sa famille. Il y a une évaluation intermédiaire dans laquelle, effectivement, on peut faire un bilan dans lequel on va venir alimenter le projet pour l'enfant quand on va communiquer ces bilans intermédiaires à l'ASE notamment. Et il y a la phase d'évaluation, donc où on fait le point avec la famille dans un premier temps. On va faire une analyse de la situation en équipe. Et on va avoir un compte-rendu de prise en charge qui, lui, également, est adressé à l'ASE. Et selon les calendriers qui sont définis, il va y avoir une réorientation. Donc, on est dans la phase de réajustement du projet, dans lequel, suite à une audience ou à une CPPE, on va, en présence de tous les acteurs, on va faire ce réajustement. Donc, on va avoir un avenant du DIPC concernant les nouveaux axes de travail avec une actualisation du projet personnalisé. Alors, je ne sais pas si j'ai toujours encore un peu de temps. Je vais rapidement passer à l'évaluation de ce processus. Vous savez que la HAS a effectivement mis au point donc une procédure d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux avec un nouveau référentiel. Et je vais ici juste rapidement vous parler des éléments d'évaluation et des critères d'évaluation concernant le projet personnalisé. On sait très bien que ce référentiel, il est composé de 3 chapitres. Le chapitre premier concerne la personne accueillie, le deuxième, les professionnels, et le troisième, c'est l'institution. En gros, cette démarche d'évaluation, c'est qu'est-ce qu'a mis l'institution en place pour permettre une prise en charge suivie par un projet personnalisé, comment les professionnels se sont saisis de ce qui a été mis en place et quel est l'impact de ce que se sont saisis les professionnels au niveau des usagers et des personnes accompagnées, avec des méthodes d'accompagnement traceurs ciblés et audit système, et avec tous les moyens d'entretien, observation et revue documentaire qui vont être à la disposition des évaluateurs externes qui, je le rappelle, sont certifiés par la COFRAC pour faire ces évaluations. Alors, on a vu, il y a 3 niveaux. Donc, concernant le premier niveau, donc la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement concernant la personne. Donc là, effectivement, on voit que le référentiel de la HAS va effectivement dans cette thématique regarder, à savoir la personne est actrice de la personnalisation de son projet d'accompagnement avec tous les critères qui sont là-dedans. Je vous laisserai les examiner. Je pense que le PowerPoint vous sera communiqué, mais ce que j'ai fait là, ce n'est qu'une copie d'écran du référentiel. Concernant le deuxième chapitre, c'est les professionnels. Là aussi, donc les professionnels adaptent avec la personne son projet d'accompagnement au regard des risques auxquels elle est confrontée, avec les différents critères qui apparaissent ici. Et le troisième chapitre concernant l'établissement, effectivement, l'établissement ou service social et médico-social co-construit-il sa stratégie d'accompagnement et son inscription dans le territoire dans une approche qui est inclusive, qu'on va retrouver également dans ces critères-là. J'espère avoir été assez clair dans ma présentation. Je passe la parole à Madame Antunès qui va vous présenter effectivement son PowerPoint avec ce que l'on voit ici. Bonjour à tout le monde, donc Marianne Antunès. Pas de PowerPoint pour ma part. Juste un cadre là qui va vous indiquer les quelques éléments que je vais communiquer aujourd'hui. Alors, le projet personnalisé en protection de l'enfance, c'est le titre de cette intervention, de cet espace de réflexion. Et c'est un exercice qui est singulier, le temps étant limité. Je vais donc, j'aborderai le thème que dans les grandes lignes. Le premier point que je souhaite voir avec vous, c'est le cadre, la figure imposée. Piotr vient de nous l'exposer.
le cadre dans lequel ce document est à la fois collectif et individuel doit s'inscrire depuis 2002 dans une logique bien particulière. Le projet personnalisé est donc l'outil au service de la personne accompagnée. Il trace le parcours, il s'inscrit dans une logique de parcours. Il doit pouvoir articuler différents aspects de l'accompagnement. Il paraît intéressant de noter les glissements qui se sont opérés et qui nous ont amenés à une logique d'aide et d'accompagnement, à une logique de participation et de construction commune et concertée. Et on voit bien que le législateur, dans les dernières dispositions relatives à l'évaluation des établissements, s'est bien inspiré de cette logique-là. Dès lors, une articulation est nécessaire et la question de la collaboration et de la coélaboration est à l'œuvre. Mon deuxième point, c'est l'exercice singulier, mais à plusieurs. Cette collaboration de travail s'exerce et se décline en intra et en extra, évidemment. Afin d'aborder ces deux dimensions, je vous propose deux définitions que j'emprunte à Christophe Dejour, qui est psychiatre du travail et qui a écrit les définitions que je vais vous citer dans Travail et usure mentale. Selon lui, les trouvailles, les ingéniosités, les innovations issues des interprétations de l'organisation prescrite du travail doivent être coordonnées, faute de quoi le risque majeur est celui de l'incohérence et des incompréhensions. Il rajoute que celles-ci peuvent ruiner les avantages de l'intelligence, et moi je rajoute collective. Vous comprendrez ici dans mon propos que l'organisation prescrite du travail, c'est le projet personnalisé. Il précise également que plus important que la coordination, l'enjeu est celui de la coopération. Toujours selon lui, et là je cite sa définition, la coopération est un degré supplémentaire dans la complexité et l'intégration de l'organisation du travail. Il ne s'agit plus seulement, comme la coordination, d'assurer les conditions logiques et les conditions cognitives d'une articulation réussie des activités singulières, mais la volonté des personnes de travailler ensemble et de surmonter collectivement les contradictions qui naissent du fait de la fluidité de l'organisation du travail. Alors, le projet personnalisé aujourd'hui, tel que nous le pratiquons dans notre établissement, puisque Piotr Boucharel vous a donné une vision normative, réglementaire du projet personnalisé et vous a décliné dans la procédure ce que nous faisons un peu dans l'établissement. Donc, ce projet personnalisé s'inscrit dans une logique de suite documentaire. Une suite documentaire au service d'une logique de personnalisation, d'évaluation et d'adaptation. Alors aujourd'hui, nous avons dans cette grande enveloppe symbolique que devrait constituer le PPE à y glisser le DIPC, ou le contrat de séjour bien évidemment, le projet personnalisé, les avenants et les comptes rendus. Cet ensemble, dans l'annexe, pour nous, constitue le projet personnalisé. Donc je vous propose que nous nous posions ensemble quelques questions. Quelle forme, après tout ce que nous venons d'aborder, doit-il prendre ce projet personnalisé? Quel contenu pluridisciplinaire? Quelles modalités de consultation président à sa réalisation? Quelles modalités de coopération et de coordination doivent être convoquées? Quelle forme pourrait prendre son évaluation concertée régulièrement? Quelle organisation mettre en œuvre s'agissant des ajustements? Quelle temporalité repérée pourrait être tracée? Une frise chronologique, par exemple, et servir de guide aux professionnels. Parce que la question dans nos établissements, elle est bien celle-ci, c'est la question de l'accompagnement de nos professionnels. Quelles indications pour les à partir de quand fait-on un avenant? Pour quel motif fait-on un avenant? Quelle trame on est en capacité de mettre en œuvre pour rendre compte le plus exhaustivement possible du déroulé de l'accompagnement? Toutes ces questions ne peuvent faire l'économie d'être abordées institutionnellement et d'un point de vue méthodologique. Alors, l'approche que nous avons retenue aujourd'hui est celle-ci. Le projet personnalisé est le document principal qui intéresse la construction concertée avec la famille dans une logique de participation et la construction commune avec les partenaires dans une logique de pluridisciplinarité et de parcours. Dès lors, il semble que ce document doit constituer l'adossement pour les professionnels et s'assortir d'une suite documentaire cohérente construite sur la logique reprenant les différentes thématiques à honorer. Et puis, on les a énoncées, elles sont généralistes dans un projet personnalisé.
Méthodologiquement, je vous propose de décliner les différents éléments de la suite documentaire à partir de 4 logiques de construction. La première serait la construction concertée et la participation. Et là, nous aurions à définir avec quels outils. Comment pourrions-nous aborder la question des guides d'entretien pour consulter les familles et nos usagers. Le deuxième point, c'est la construction commune, partenariale. Quels outils de recueil de la parole des partenaires, de coélaboration, quel traçage des coopérations et pour quelle coordination? Est-ce que ces éléments-là doivent être tracés dans le projet personnalisé? L'évaluation et ses ajustements. Quelle temporalité, quel support? Et enfin, le compte rendu pour une trame exhaustive. Quels outils de recueil tout au long de l'accompagnement pourrions-nous mettre en œuvre? Quelle forme donner à cet écrit? Dans une logique d'écriture à plusieurs, puisque nous serions plusieurs partenaires, à qui reviendrait le pilotage? Vous l'aurez compris, le projet personnalisé est l'élément essentiel de la prise en charge et la prise en compte du jeune, de sa famille. C'est une logique vivante, elle est régulièrement coévaluée avec les partenaires et avec la famille. Et quand on dit famille, on parle usager et ses aidants, sa famille. L'évaluation de fin de période doit pouvoir rendre compte des éléments factuels, bien évidemment, c'est-à-dire tous ceux qu'on a trouvés initialement dans le DIPC qui ont été beaucoup plus déclinés dans le projet personnalisé. C'est le suivi de scolarité, les loisirs, etc. Vous connaissez tout ça. Mais ça doit aussi recouvrir la logique de l'évaluation des différentes parties prenantes, la famille et les enfants. Dans l'établissement, nous constituons dans ces comptes rendus de prise en charge des pavés où nous donnons la parole à l'usager et la parole à sa famille, et la parole est libre puisqu'on ouvre les guillemets. Enfin, dans cette logique de cohérence générale des différents écrits, de concordance des actions, l'évaluation doit pouvoir engager les futurs axes de travail pour la séquence suivante, et c'est la question qui s'embraye là de l'avenant. En conclusion, je vous dirais aujourd'hui, DIPC, projet personnalisé, compte rendu, sont des écrits produits qui doivent répondre au projet personnel du jeune, de sa famille, et doivent faire l'objet de concertation, d'échanges et d'analyse. C'est un exercice singulier pour une figure qui nous est imposée, qui doit être pensée dans un ensemble au pôle de l'opérationnalité, dans lequel on trouve des éléments du projet associatif, du projet d'établissement, voire du projet de service. Si nous avons une cohérence documentaire, nous devons, à travers le projet personnalisé, reconnaître les orientations du projet de service, les grandes orientations du projet de l'établissement, mais aussi les valeurs associatives qui sont contenues dans le projet associatif. Voilà, j'ai voulu être succincte et évidemment, on se tient à votre disposition pour débattre, échanger, être questionné. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très complète qui ouvre pas mal de questions. Alors, on ouvre la période des échanges. Hein. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui le souhaitent peuvent participer et poser des questions, évidemment, à nos invités. Pour ce faire, vous avez qu'à activer votre micro en bas à gauche pour pouvoir prendre la parole. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, peut-être bonjour à tous. Bonjour. Merci déjà pour tous ces apports et qui sont des enrichissements pour nous. Et c'est la question du projet. Bon, Monsieur Payan ne l'a pas choisi par hasard. Hein, c'est quelque chose qui, au-delà de l'aspect législatif, nous intéresse beaucoup puisqu'on essaye de perfectionner à la fois l'outil dans le fond, mais aussi dans la forme, parce qu'on se rend compte que autant pour la question de l'appropriation du projet, la question de la forme, elle est importante hein, par sa simplicité, sa lisibilité, mais aussi pour le professionnel dans dans une certaine efficience de la question des objectifs, de la détection ou la question de détection des ressources et le diagnostic des besoins et compétences. Vous avez Piotr. Au début de votre intervention, vous avez utilisé le terme en amont, c'est-à-dire tout au début de la chaîne, quand
candidature, enfin quand un jeune, une situation arrive on va dire dans la chaîne de placement, vous avez utilisé le terme en amont du placement, le PPE. Du coup, ça m'interroge sur le rôle de l'aide sociale à l'enfance dans l'élaboration aujourd'hui de ces projets, puisque ça fait écho à la nécessité d'assurer, j'ai oublié le terme, mais vous savez, une garantie qu'il n'y ait pas de rupture. C'est-à-dire que même si le jeune doit la continuité des parcours, du point de vue nous de l'institution, on peut moins garantir. Par contre, c'est vrai que ce qu'on appelait peut-être l'éducateur fil rouge il y a quelques années, qui était un professionnel de l'aide sociale à l'enfance, pouvait de sa place, on va dire, prendre en charge. Donc bon voilà, c'est une question un peu ouverte, mais pour dire la place de l'ASE dans cette élaboration-là. Est-ce qu'il doit y avoir deux projets, un projet un peu méta et ensuite un projet plus opérationnel mais des maisons d'enfants? Oui, tout à fait. En fait, la logique de parcours, elle est imbriquée dans des projets qui sont eux-mêmes imbriqués les uns dans les autres, tels des poupées russes. On voit effectivement que la loi 2007 qui introduit le PPE le législateur vient apporter justement dans ce rôle de la protection de l'enfance et de l'ASE en particulier, cette coordination, et vous le dites très bien, l'ASE se doit de coordonner, et on a vu qu'en fait, ça sera la situation de l'enfant, la situation des parents, et en prenant en compte aussi tout l'environnement qu'il y a autour. Ce que j'en comprends, moi, du rôle de l'ASE, et aussi comment l'ASE avec le temps, s'est approprié ces outils-là, parce que moi, en tant que qualiticien dans un établissement, je vais effectivement travailler avec les professionnels pour identifier quel outil, avec quelle ergonomie, avec quel sens on va mettre en place ces outils-là, mais prendre en considération aussi ce qu'il y a en amont pour pouvoir s'intégrer dans ce projet-là. Donc, ce que j'en comprends, et il faut savoir aussi que l'ASE a mis aussi un certain temps, un temps d'adaptation, de compréhension, de mise en place des projets personnalisés. Et nous, des fois, il nous arrive encore de ne pas les avoir en amont de la prise en charge. C'est que effectivement, la partie suivi éducatif, elle est quelque part sous-traitée par un établissement social ou médico-social qui va lui effectivement prendre la commande entre guillemets qui lui est faite, dans lesquelles on va retrouver dans le PPE les objectifs, les motifs de la prise en charge, et nous on va les reprendre dans la partie contractuelle dans le DIPC. Dans le DIPC, on va dire, voilà, nous engageons de manière unilatérale, puisque le DIPC, contrairement au contrat de séjour qui, lui, est fait entre l'établissement et la personne accueillie, là, s'agissant des mineurs, donc c'est un DIPC. Donc, c'est un contrat unilatéral dans lequel la direction de l'établissement s'engage à mettre en œuvre des modalités au regard d'une commande, au regard d'un objectif de placement, avec ensuite des objectifs d'accompagnement spécifiques qui vont s'affiner avec le temps, et qu'on va retrouver le suivi de ces objectifs et des actions qui sont mises en œuvre dans le projet personnalisé, et qui vont venir dans la partie contractuelle alimenter le contrat ou le DIPC par des avenants. Alors moi, je voudrais rebondir un petit peu. Piotr est un grand optimiste. En tous les cas, moi, je peux vous donner la version des Bouches-du-Rhône. Les PPE en internat, on en a peut-être 1 sur 10. Ils ne sont pas du tout efficacement réalisés. Et puis, nos collègues de l'aide sociale à l'enfance bien souvent n'arrivent pas à le faire. Par contre, pour essayer de renseigner le DIPC et répondre au mieux à la première commande, puisque le DIPC c'est 15 jours après, eh bien on se base souvent, et en tous les cas dans les Bouches-du-Rhône, le tribunal d'Aix et Marseille, on voit réellement les magistrats en fin d'ordonnance tracer les premiers axes de travail.
Et donc, on s'appuie là-dessus en l'absence du PPE. Et je vous dirais même que concernant le placement à domicile, toutes les interventions qui sont à domicile, l'aide sociale à l'enfance depuis 2 ans a pris une mesure concourant à nous dire que c'était les établissements qui devaient faire le PPE. Ce que nous avons, nous, collectivement, en tous les cas, moi, je me suis opposée à le faire dans mon association et beaucoup de directeurs l'ont fait de la même façon. Donc, nous faisons nos DIPC, nos contrats de séjour et nos PPE, mais il n'y a plus de référent aide sociale à l'enfance dans les mesures de placement à domicile. Donc, ce PPE n'est pas fait non plus. Voilà. Mais effectivement, je vous l'ai dit, ça devrait être l'enveloppe globale dans laquelle tous nos documents seraient inscrits dedans et constitueraient une suite documentaire qui pourrait tracer le parcours de l'enfant en protection de l'enfance, pas simplement dans un établissement ou un autre, en protection de l'enfance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Oui, M. Tricou, je vous laisse ouvrir votre micro. Quelles sont les valeurs sociétales qui sont communes au personnel? Au personnel d'où? Les projets personnels vis-à-vis des enfants. Est-ce que vous avez des valeurs qui sont communes à l'ensemble des prises en charge? Alors, moi, dans l'association dans laquelle je travaille, dans laquelle nous travaillons, Piotr et moi, nous avons un projet associatif dans lequel il y a un certain nombre de valeurs qui sont énoncées, telles que la citoyenneté, la laïcité, le respect, de la dignité. Voilà, ce sont des valeurs sur lesquelles nous nous appuyons pour décliner nos projets d'établissement, mais également les projets des enfants. Après, il y a tout le scope. Alors, bien souvent, Pardon ? vous vous adressez à des profanes, alors il serait parfois utile que vous n'utilisiez pas des acronymes. Ah, d'accord. Le législateur a prévu. On ne comprend plus rien. Hein. Eh oui, eh oui. Excusez-nous, on aurait dû faire le détour. Alors, le DIPC, c'est le document individuel de prise en charge. C'est le premier document qu'on réalise quand un enfant rentre ou un jeune dans un établissement. Et le PPE, c'est le projet pour l'enfant. Et le PE, c'est le projet PPE, c'est le projet personnalisé. IPP, pardon. Alors, j'en profite pour rebondir un peu sur l'échange, un peu en droite ligne. On a les jeunes et les familles qui nous rejoignent dans les prises en charge en protection de l'enfance se confrontent un peu comme M. Tricou à un ensemble de procédures, d'acronymes, voilà. Et donc, on avait déjà, lors d'un précédent Midi Labo, été interpellé par un chercheur canadien qui travaillait sur la question de la réelle adhésion, du réel engagement des familles et des jeunes dans le travail en protection judiciaire, puisque là, pour la grande majorité des mesures, on est sur des décisions qui s'imposent par une décision d'un juge des enfants. Et il nous a un peu mis l'accent, il nous a un peu piqué sur la question de est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que finalement ça pourrait être un jeu de dupes, c'est-à-dire que les familles font comme si elles adhéraient à un système qui est quand même très en surplomb, avec des projets pour l'enfant qui sont définis, qui sont cadrés, qui utilisent toute une logique qui n'est pas forcément la logique des jeunes et des familles. Et est-ce qu'on n'a pas à se poser la question, nous les professionnels, direction, éducateurs, à comment détourner ce risque, en tout cas le minimiser au maximum, qu'on n'ait pas en face de nous des jeunes ou des familles qui vont pas comprendre forcément tout ce qui va se passer et qui vont au mieux donner le change et donc là on pourrait se poser la question de l'efficacité de ce qu'on va faire pendant 1 an, 2 ans, voire plus avec une famille, si cette famille a l'impression qu'elle est écrasée dans un dispositif qui est administratif et jargonneux, voilà, c'est un peu voilà. Donc comment vous, Madame Antunes, vous avez pu essayer de déjouer ce risque qui est inhérent à toute cette technostructure de la protection de l'enfance? Moi, je dirais qu'il y a 2 cas de figure, M. Payan. Il y a la question du placement en internat, placement judiciaire en internat.
Et ensuite, il y a le placement à domicile. On est un peu dans un autre cas de figure. Placement judiciaire en internat, eh bien, on essaie, autant que faire se peut, lors de la visite de préadmission, de donner tous les documents qui sont obligatoires, le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement, etc. Ce sont des documents qui sont obligatoires, la charte de droits et libertés, nous on a une charte de la laïcité, on est obligé de donner tous ces documents. On passe beaucoup de temps à expliquer. Ces rencontres-là, elles peuvent prendre 1 heure, 1 heure et demie, on prend le temps qu'il faut. Ces rencontres, on les a un petit peu organisées toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où l'aide sociale à l'enfance revient sur les grandes lignes qui ont présidé à l'accueil d'un enfant dans le dispositif de protection de l'enfance. Et ce, quelle que soit la modalité d'intervention, d'accompagnement. Ceci pour qu'on se mette tous d'accord. Il ne s'agit pas de refaire l'énumération de tout ce qui a dysfonctionné. Il suffit juste de dire dans les grandes lignes ce pourquoi on est là aujourd'hui ensemble. Et là, déjà, on se met d'accord sur un niveau de repérage des besoins. Ensuite, on explique le fonctionnement, on explique l'association, on explique le fonctionnement, on explique les documents. Et en même temps que nous expliquons, on laisse cet échange-là complètement ouvert aux familles et on essaie de répondre le plus possible à leurs questions, leurs questionnements. En tous les cas, c'est moi qui anime encore ces rencontres-là d'admission. J'essaie, pas que j'y parvienne toujours, parce qu'il y a parfois des gens qui nous convoquent sur des postures un peu plus délicates, plus scabreuses, mais j'essaie de justement de ne pas me mettre en surplomb, de ne pas me mettre dans la peau de l'éducatrice spécialisée qui sait et face à des parents qui ne savent pas, mais j'essaie de voir avec eux quels sont les besoins, comment on va pouvoir répondre à leurs besoins et de les rassurer. Voilà. Et ensuite, il y a toute la question des documents qu'il faut signer, toutes les attestations, etc. Et là, effectivement, on a l'impression par moment de noyer les familles sur tous ces documents qui sont à produire, mais qui sont aussi incontournables. Par contre, en PAD, là, c'est autre chose. Là, on sort du placement institutionnel. Je vous interromps, PAD. Je me mets à la place de M. Tricot qui doit se demander qu'est-ce que c'est que ce le placement. Le PAD, c'est placement et accompagnement à domicile. C'est une mesure qui est née dans le Gard dans les années 95 et qui aujourd'hui est étendue à tout le dispositif national. Alors là, on a des parents qui ont une posture un peu différente parce qu'ils sont... leurs enfants rentrent à domicile. Je parlerai que de ce cas de figure. Donc, ils sont prêts à tout accepter. Et par contre, ils peuvent dire à des moments qu'ils sont contraints de passer par les fourches codines des gens de la protection de l'enfance pour récupérer leur enfant. Et ils disent souvent que nos mesures sont lourdes, nos accompagnements sont lourds, nous pouvons être intrusifs, et malgré le fait qu'on essaie toujours d'être le plus adapté possible, etc. Et pour le placement à domicile, nous avons revu notre projet en ce moment et on est parti d'un triptyque, c'est-à-dire qu'on travaille sur une identification des besoins, une identification commune des besoins. Ensuite, nous faisons un repérage commun des compétences. Et en troisième lieu, nous essayons de voir ensemble comment nous allons pouvoir décliner des objectifs de travail et quels sont les espaces de collaboration, les espaces collaboratifs. Voilà ce que nous avons essayé de mettre en place pour tenter de ne pas mettre les familles qui nous sont... auxquels on s'adresse sous la chape de plomb de la protection de l'enfance, parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Si je... Monsieur Rigolo, Oui, merci beaucoup. C'est intéressant ce que vous dites et notamment l'intention pédagogique qui va avec l'explication de l'ensemble des mesures auprès des parents. Je pense que ça vaut aussi pour ensuite les équipes qui vont accompagner les enfants. Je me demande comment vous analysez le parcours de la responsabilité. On voit qu'il y a une responsabilité qui se déplace dans tout le parcours que vous décrivez. Qu'est-ce qui en est dit à l'enfant de ce déplacement de responsabilité et comment lui il peut se le représenter, le symboliser, se l'approprier, en faire quelque chose. Vous parlez des mesures d'internat ? Notamment, oui. Notamment, mais pas que.
Eh bien, écoutez, nous, on revient souvent là, dans cette question de responsabilité, on le présente en admission, on revient sur la question de la définition de l'autorité parentale. Et on explique que dans le cadre d'un placement judiciaire, il y a un seul des attributs de l'autorité parentale qui est donné à l'établissement, à l'aide sociale à l'enfance, qui nous est délégué, c'est la question de la garde. Donc, on explique que notre responsabilité, elle s'exercera sur ça, sur la garde de cet enfant. Pour tout le reste, on sera en étroite collaboration, en demande. Dans l'établissement que je dirige, il n'y a pas un seul éducateur qui va signer un document à la place du parent. Et ça, jamais, parce qu'on n'a jamais voulu le faire comme ça. On a voulu toujours être extrêmement précautionneux de ces choses-là et respectueux. Et c'est facilité maintenant avec les signatures électroniques, avec des photos d'écran, etc. Mais voilà un peu comment on explique ce déplacement de responsabilité. Et puis, on se situe aussi dans ce déplacement de responsabilité. On se situe, c'est-à-dire qu'on explique nous à quel pôle on est, à quel pôle de responsabilité est la protection de l'enfance, et aussi quelle est la responsabilité du magistrat dans tout ça. Donc, on est bien dans un accompagnement à 4 personnes, là, hein. Le magistrat, l'aide sociale à l'enfance, l'établissement et la famille. Je me dis que ce doit être peut-être un outil pour que les parents, justement, vivent mieux cette odeur qu'évoquait M. Payan tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, quelque part, l'institution cherche à amener aussi des garanties du côté de la qualité de l'accompagnement, de la non-substitution d'autorité parentale, etc., quoi. Alors, nous, on a mis, de ce point de vue-là, on a mis en place, bien sûr, le conseil de la vie sociale, c'est normal, on a mis en place une forme adaptée, c'est des groupes d'expression, et on est en train de réfléchir avec Piotr Bouchareb dans notre association à mettre en place un espace de concertation avec les familles. Voilà. Mais c'est pas facile. Là, on se heurte un peu à ça va évoluer tout ça, hein, mais on se heurte un peu à nos administrateurs qui se sentent pas trop encore là en phase pour recevoir des familles, qui ne savent pas trop bien qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, etc. Je sais pas si, enfin, je fais juste une petite parenthèse là dans le bilan que j'ai fait des 10 ans de l'Anmex à Saint-Malo, j'ai évoqué que pour moi demain l'avenir des associations serait peut-être une participation au CAR, les administrateurs de l'histoire, ceux qui portent l'histoire, des administrateurs experts qui ont des compétences extérieures en comptabilité, en finance, en droit, des administrateurs de la société civile, et puis le 4e quart serait des représentants des usagers, des familles, etc. Alors ça a fait grincer. Je me souviens qu'à la pause, on est venu me voir en me disant « mais c'est impossible, votre projet est impossible ». Moi, je crois que bien souvent, si tout ce que nous pensions impossible, nous ne l'avions pas fait, ce ne serait pas réalisé. Et moi, je le crois complètement possible, tout ça. Après, c'est sûr qu'il va falloir que chacun se mette dans une position accessible et à égale hauteur. Voilà. On regardera à hauteur d'enfant et à hauteur de parents. Ah ben, s'il y a un endroit où ça peut se mettre en expérimentation, c'est bien à Saint-Vincent, il me semble. Ah, ben alors, je viendrai bien volontiers. Je parle de Bercy et Philippe, mais il y a Samuel Vincent, il y a Coste aussi qui est très engagé sur ces questions-là. En cas, Osiris, on va dire, c'est un peu son identité et sa coloration, mais c'est vrai que la participation des usagers et des membres des familles est au cœur d'un certain nombre d'évolutions sur nos pratiques. Et elle est au cœur. Je suis d'accord avec Marianne Antunes. C'est un peu le sens de l'histoire finalement, hein, la participation des usagers, les savoirs d'expérience, hein, comme on les appelle, hein, qui sont déjà utilisés dans d'autres pays, mais il y a cette émergence-là qui va arriver, c'est-à-dire de plus en plus à côté des experts professionnels, des experts de la société civile et des experts d'expérience que sont les jeunes qui ont vécu les placements et les familles qui ont vécu les placements. Et je crois qu'effectivement, ça fait partie des évolutions qu'on aura à conduire dans les années à venir. Dire aussi, si je peux me permettre, en parallèle de tout ça aussi, les démarches qualité qui ont été apportées par la loi 2002, et effectivement tout le travail qu'on peut apporter dans le cadre d'une démarche qualité, dans l'élaboration de procédures, d'outils adaptés et personnalisés à un fonctionnement d'un établissement pour donner aussi pour les professionnels du sens et de savoir comment avoir une action qui soit cohérente et qui soit pertinente auprès des usagers,
que ce soit dans le cadre de l'information qu'on leur donne ou dans le cadre de l'accompagnement qu'on leur apporte. Et le principe d'amélioration continue, il est surtout là pour faire un va-et-vient entre le terrain, le retour d'expérience et améliorer au regard de comment a été perçue cette prise en charge auprès des familles et auprès des enfants, pour pouvoir apporter les améliorations nécessaires et qui viennent répondre justement aux inquiétudes dont vous avez parlé, Monsieur Paillon, tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelques dernières réactions? On arrive au terme de cet échange. Alors, je pense qu'on aurait de quoi continuer et poursuivre les échanges. Il y a des questions quand même qui ont été ouvertes, qui dépassent largement le projet personnalisé. La participation des familles, des usagers, les rapports de pouvoir entre professionnels et jeunes. Enfin bon, tout ça a été mentionné. Est-ce qu'il y a une dernière réaction, une dernière question peut-être pour nos invités? Si c'est pas obligatoire, c'est juste c'est un principe de précaution. Je voudrais, on arrive à 13h33, voilà, c'est à peu près le timing qu'on s'était donné. Je tiens à remercier, voilà, encore une fois, Piotr Bouchareb et Marianne Antunes qui ont accepté de se livrer à cet exercice et de nous ont apporté une vision très complète et qui ont en même temps ouvert des questions de la participation au cœur des maisons d'enfants et des pratiques de protection de l'enfance. Je remercie tout le monde de la participation, nos fidèles, les gens qui participent de manière fidèle à nos Midi Labo, il y en a. Voilà, merci Philippe, voilà les gens qui sont autour de nous. Donc je remercie également l'équipe informatique, Pascal et Emmanuel qui nous aident en amont et pendant ce Midi Labo. Je vous donne rendez-vous en septembre prochain où je peux déjà vous l'annoncer. Nous parlerons d'une expérience qui nous vient d'Amérique du Nord, du Québec, et que je vous donnerai juste un titre pour essayer de vous donner envie de participer. C'est la police de concertation. Voilà, donc 2 termes qui sont un peu curieux, qui sont volontairement mis ensemble et qui nous donneront lieu à une présentation d'une concertation au Québec. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.